January 2013. France sends in 4,000 troops to Mali. Their mission? To combat rebel fighters sweeping through the country. France has a long history of intervention and interference in its former African colonies. Regions rich in resources such as oil, gas, gold and uranium, much of it untapped. This is the story of the French connection in Africa. In the 1960s, French colonies in Africa won their independence. France also lost its primary oil supplier, Algeria. In need of an alternate energy source, the French looked to their former colonies in sub-Saharan Africa. And so began a French-African relationship that became known as France-Afrique. Successive French governments spared no effort to control Africa's mineral wealth, through support for oppressive regimes, and a covert network of oil companies and secret agencies. The policy started by the French president, Charles de Gaulle, continued well after his reign, until 1994, when France-Afrique was dealt a severe blow. France's oil giant, Elf Aquitaine, was faced with a scandal. An investigation into the government-owned company exposed corruption that led to the topmost levels of successive French governments and many African heads of state. The fallout of the scandal led to Elf's privatization and high-profile arrests in France. Gabon's president, Omar Bongo, was one of the African leaders who'd reportedly received Elf's kickbacks, but he remained unscathed. For Bongo, it was business as usual. Donc rien n'a changé dans la façon de traiter les affaires avec la société pétrolière française? Non. Il y a toujours eu de la transparence et il y en a toujours. J'ai vu le président des Marais, on s'est rencontrés, il est venu même à Libreville me faire sa visite de courtoisie, et bien tout s'est très bien passé, c'est tout. Comme l'avait fait en leur temps monsieur Le Floch-Prigent et monsieur Jaffray? Ah, comme d'abord Guillaume, Chalandon, Pécard. Ah, si vous voulez que je vous les cite tous. Elf's presence in Gabon had helped keep President Bongo in power and made him an extremely wealthy man. In turn, Bongo lavished favors on many influential figures in France. Alors moi, je n'en ai pas parce que j'ai... C'est déjà, il a tout. Il est Grande Croix du Mérite et Grande Croix de la Légion d'honneur. Voilà. Depuis longtemps. Eh oui. S'il vous plaît, monsieur le président. Du coup, mais je te donne ma considération en échange. The Elf scandal changed the relationship between France and its former colonies. African leaders realized that France wasn't the only one hungry for their riches, and that they no longer had to listen to their former occupiers. A key player in this development was Robert Bourgi. Bourgi's father was a close friend of France's first chief advisor in African policy, Jacques Foccart. Mon père et lui se connaissaient depuis 1946. Et aussi loin que je remonte dans ma mémoire, je vois M. Foccart, qui me considérait comme un des membres de sa famille, et pour lequel j'avais une affection plus que filiale. Foccart became France's chief advisor on African policy under President de Gaulle in the 1950s. A legend of sorts, Foccart was the mastermind behind the overt and covert networks of influence between France and Africa. When Jacques Chirac became France's president in 1995, he brought 82-year-old Foccart out of retirement and back into service. Quel est votre sentiment là, qui doit être très fort aujourd'hui, alors que vous venez en Afrique avec Jacques Chirac président? J'ai un peu l'impression que c'est peut-être pas la dernière fois, il ne faut jamais être pessimiste, mais bientôt une des dernières fois que je viens en Afrique, compte tenu de l'âge, de l'état de santé. Alors bon, ça fait quelque chose. Et vous espérez que Jacques Chirac suivra un petit peu la voie que vous avez tracée avec le général de Gaulle? J'en suis sûr. J'en suis sûr.
Focard avait pris de l'âge. J'étais devenu les jambes et les bras de M. Focard. Je me déplaçais à sa place, en Afrique. In 1997, 2 years after returning to his old job, Focard died. A man notorious for his shadowy dealings with African dictators, in death he was seen as a French patriot and a servant of the state. Robert Bourgi stepped in to take the legendary diplomat's position. Described by many as Focard's spiritual heir, Bourgi, a lawyer by profession, was to put his own mark on the influential role. Presidents of Gabon, Ivory Coast and the Republic of Congo all became de facto clients of Bourgi. Unlike Jacques Focard, Bourgi did not dictate France's politics to the heads of state. He was more like a messenger who moved between the French presidency and his African clients. In particular, Gabon's Omar Bongo took a central role in French African politics. Le président Bongo était chef d'orchestre sur la France-Afrique et il connaissait mieux tous les paramètres que nos responsables des cellules africaines. Et Bongo buvait du petit lait devant leur méconnaissance en leur donnant des leçons. Pompidou, Giscard, Mitterrand et Chirac. Alors s'il y a quelqu'un d'autre qui vient, je ne sais pas où je le mettrai. Il était complètement imprégné de politique française et il donnait des conseils à tous les hommes politiques en disant oui mais bon, là si jamais tu t'orientes là-dedans, là tu es cuit, tu vas pas pouvoir te faire élire, voilà comment il faut faire, etc. Donc il était complètement à l'intérieur de la politique française et il était et il soutenait les uns et les autres, il s'amusait, c'était son terrain de jeu intellectuel favori, et il connaissait la France électorale depuis 1945 parfaitement. Quand il venait à Paris, que ce soit à l'hôtel Meurice, mais surtout à l'hôtel Crillon, les politiques français faisaient la queue sur le cahier de rendez-vous pour rencontrer le président Bongo. Quand j'allais voir le président Bongo au Meurice, j'étais dans les appartements privés. Mais par curiosité, j'allais dans la salle d'attente officielle. Alors là, le spectacle était hallucinant, surréaliste. Vous aviez des gens du PS, vous avez des gens de l'UMP, vous avez les gens de l'UDF. Et il aimait bien donc suivre les jeunes espoirs. Et par exemple, lorsqu'il entendait dire que Dutreuil avait de l'avenir, que Copé avait de l'avenir, eh ben, il disait, tiens, j'aimerais les rencontrer. Alors, l'ambassadeur les faisait venir à l'hôtel Meurice, rencontrer, puis certains étaient invités à aller faire un voyage officiel au Gabon. Mais c'était plus, il essayait de connaître avant tout le monde les futurs grands de la politique française. Omar Bongo's encouragements to France's future elite were often of a financial nature, but his influence extended well beyond the monetary. En 2002, au lendemain de la victoire de M. Chirac, avant que ne soit constitué le gouvernement, le président Chirac m'a dit « Il serait bon, Robert, que vous présentiez au président Bongo les hommes qui émergent, qui vont émerger, les hommes de l'avenir. » On s'est retrouvés dans l'appartement du président Bongo. Il y avait François Fillon, Jean-François Copé, Pierre Bédier. Bongo les a interrogés. À la fin de l'entretien, ils sont partis. Il a pris son papier à lettres, El Hadj Omar Bongo, et il a couché les noms des élus. Et il a plié, il me dit, tu portes ça à Jacques.
il y avait 7 noms, et parmi les 7 noms, 5 sont devenus ministres du gouvernement de M. Raffarin. Et ça vous choque pas, ce pouvoir d'un président africain? Non, ça m'amuse. Franchement, ça m'amuse. Ça m'amuse. The influence of the Gabonese president extended to CEOs doing business in Africa, and even French domestic politics. Moi, j'étais arrivé à la conclusion qu'on était même devant une situation de colonisation inversée. C'est la France qui était colonisée par le Gabon et pas l'inverse. Bongo achetait à tout va, enfin, participait à tout va aux campagnes électorales, au soutien de certains candidats. C'était vraiment de la colonisation à l'envers. Omar Bongo's influence came in the form of a continuous flow of hard cash. Vous aviez son aide de camp. Vous attendiez dans le salon comme ça, il passait avec 2 sacs de sport, il arrivait de la banque du Zaïre, ou je ne sais pas où, il portait quoi. Et vous aviez 12 personnes qui attendaient dans la salle d'attente, avec 2 caméras qui regardaient, et lui il avait tous ses écrans, il dit ah bah tu fais venir celui-là. Un jour Bongo me dit, il était en train de brasser dans son truc derrière son rideau son fric, quand je rentre, il dit voilà, colonel il peut rentrer, donc on me fait rentrer, et je l'attends. Et puis il était derrière son rideau, il avait ses coffres, il ressort, il avait ça de CFA, il y avait 400 000 francs français de l'époque, quoi. Il me dit, tiens, colonel. Et j'ai dit, non, monsieur le président, je ne peux pas les prendre. Il me a foutu dans sa sacoche, j'ai ressorti. Il me les a remis dedans. Je dis, non, monsieur le président, je les ai ressortis. Il était furieux, hein. Il était furieux. Le Gabon, eh bien oui, au Gabon, avec les Gabonais, oui, pendant 3 ans, j'ai travaillé à un beau projet de création d'un système d'assurance maladie dans un pays où la moitié des citoyens sont indigents et n'avaient pas accès aux soins. Est-ce immoral? Est-ce indigne? Est-ce déshonorant? Ce travail, je l'ai fait pendant 3 ans, en toute transparence, en toute légalité. J'ai payé mes impôts en France. Les chiffres, vous les connaissez, ils sont publiés, je les tiens à votre disposition, ainsi d'ailleurs que ma déclaration de patrimoine, si vous le souhaitez. Lorsque Bernard Kouchner fait un rapport sur le système de sécurité sociale au Gabon et le facture, c'est une preuve que les relations France-Afrique continuent. L'étude sur la sécurité sociale gabonaise aurait dû être faite par l'Agence française de développement qui l'aurait fait gratuitement. As Omar Bongo reportedly doled out cash to French officials, France's grip over the Gulf of Guinea appeared to weaken. In October 2000, Laurent Gbagbo became president of the Ivory Coast. France did not want to see him in power. He was an opponent of France's longtime friend, the first Ivorian president, Félix Houphouët-Boigny. Following the country's independence in 1960, the French had a strong foothold in the Ivory Coast through Houphouët-Boigny. Prior to his 33-year reign, the man affectionately known as Papa Fouet was quite familiar with the palace of the French Republic. He'd served in several ministerial positions of President Charles de Gaulle's government. Ivory Coast, with its lush cocoa, coffee and banana plantations, became a veritable resort where 80,000 French expatriates lived in luxury. It was dubbed the Ivorian Miracle. Miracle because in the rest of Africa, Europeans had been pushed out as former colonies declared independence.
c'est vrai que ça a été un pays phare pour nous, c'est le phare de nos relations avec l'Afrique. En plus, la personnalité du président Fouette faisait qu'on pouvait s'appuyer sur lui dans la mesure où c'était aussi un chef respecté dans tout le continent africain. Et d'ailleurs, le mot France-Afrique, on le doit au président Fouette-Boigny. Fouette-Boigny tried to modernize his country's economy, but he was criticized for promoting growth without development and relying too heavily on foreign investment. He'd also purportedly amassed a great deal of personal wealth, about $11 billion. In his hometown of Yamoussoukro, he built a basilica, the biggest church in the world, at a cost of $300 million. It was larger than St. Peter's in the Vatican. In December 1993, Fouette-Boigny was buried in the church that he'd built. He died having left no political heir. Il n'a pas su désigner en son temps un dauphin qui aurait été vraiment adoubé. Henri Konan Bedi, the head of Ivory Coast's National Assembly, declared himself president. 6 years later, he was ousted by the army. After a year of military rule, in 2000, popular protests brought Laurent Gbagbo to power. The new president inherited a bitterly divided country with violent opposition groups, but failed to pacify them. By 2004, Gbagbo was facing open rebellion in the north of the country. He called on France for support, but his request was flatly rejected. The president decided to fight the rebels without French involvement. But what happened next would soon pull France into the conflict. During the fighting, an Ivorian plane bombed a high school where French soldiers were stationed. 9 French nationals were killed. C'était un samedi après-midi vers les 13h. On s'est réunis chez le président vers 14h et il a été tout de suite analysé que c'était volontaire et qu'il fallait répliquer. French fighter jets attacked the Ivorian Air Force Base and destroyed their few planes and helicopters. Laurent Gbagbo called the young Ivorians out onto the streets of Abidjan. Large crowds gathered in front of the Hotel Ivoire, where many Europeans had been staying. A tense standoff lasted 48 hours. On November 9, 2004, French soldiers guarding the hotel fired on the crowd, killing scores and wounding hundreds more. Throughout that night, French army helicopters tried to stop young Gbagbo loyalists from crossing the bridge that linked the city centre with the airport and French military base. Under a deluge of live ammunition, hundreds of Ivorians defied their former colonial master, with cries of "Down with France" and "Long live the independent Ivory Coast." Alors que vous avez les mains nues. Mais nous sommes debout. Nous allons pousser pour qu'ils nous rendent notre dignité. Nous allons pousser pour qu'ils nous rendent notre indépendance. Nous allons pousser pour que la libération de l'Afrique tout entière parte de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. To a new generation of Africans who'd experienced neither colonization nor the Cold War, Laurent Gbagbo became a symbol of resistance, a hero. Je pense que les événements de Côte d'Ivoire ont marqué l'apparition d'un nouveau type de dirigeant africain, beaucoup moins souple à l'égard de la France que pouvaient l'être les autres, ou beaucoup moins
soucieux de garder de bonnes relations avec la France et assez habile à utiliser les faiblesses à la fois du système international et puis les faiblesses de la politique française. Laurent Gbagbo kept himself in power by continually postponing elections. The enthusiasm of his young supporters, once mobilized against the French, began to wane. But just like the presidents of the DRC and Gabon, Laurent Gbagbo began to dictate his terms to the French. In the Ivorian presidential palaces, the game of power sharing started again, away from any kind of popular control. The luxurious lifestyle of the French expatriates was no more, and their numbers decreased quickly. But big business remained intact. Laurent Gbagbo welcomed French industry. The contract for a bridge in Abidjan, initially promised to the Chinese, went to Bourget, a French company which already managed Ivory Coast's water and electricity. The company was known as B&B, Bourget and Bolloré, after its founder, Vincent Bolloré, an industrialist who was honoured in 2008 by President Gbagbo, who awarded him the National Cross of Merit. He was also granted concession of the port of Abidjan. Bolloré built an empire in Africa, controlling the transport infrastructure for goods and raw materials. His companies managed most of the port terminals around the Gulf of Guinea. Je suis fier de pouvoir montrer par des ouvrages comme celui que vous voyez cet après-midi aux autres investisseurs internationaux combien il est facile de réussir dans ce pays et que eux aussi doivent venir nous rejoindre pour faire de belles réalisations. Bien sûr, vous êtes des hommes d'affaires. On fait du gagnant-gagnant. Win-win. Hein? Quand vous investissez, c'est parce que vous gagnez. Mais moi, je suis content parce que je gagne aussi. Hein? Parce que la Côte d'Ivoire gagne aussi. No longer taking orders from Paris, African heads of state forged direct and independent links with French industry. But the French companies B&B, Total, Arriva and EDF still needed support from French politicians to conduct their business in Africa. The companies would find an ally in someone who was soon to become the most important man in France. The man who would facilitate their case was a close friend of Vincent Bolloré, Nicolas Sarkozy. France has a long history of intervention and interference in its resource-rich former African colonies. A policy known as France-Afrique, seeking to control Africa and its resources by supporting oppressive regimes and running a covert network of secret agencies and oil companies. By the turn of this century, France-Afrique was a shadow of its former self. The fall of communism, the collapse of the oil giant Elf, and new emerging markets for African oil had redefined the French-African relationship into one where African leaders no longer took orders from their former colonial masters. Nor did they deem good relations with the French government to be all that important. They preferred to deal directly with French companies, and on their own terms. Those companies, however, still needed their government support in order to operate in Africa. And that's where Nicolas Sarkozy came in. In 2007, Sarkozy became the 23rd president of France. His man in Africa was Robert Bourgi.
Bourgie had served as the Africa advisor for President Jacques Chirac and Prime Minister Dominique de Villepin. Convinced that de Villepin had no chance of winning the elections in 2007, Bourgie switched to Sarkozy's camp, armed with all his African contacts. His account of this move has a hint of an African coup d'etat. Dominique de Villepin, que je voyais régulièrement, me fait venir. Et là, au lieu d'être conduit par son officier de sécurité dans le bureau qu'il occupait à Matignon, on me conduit au pavillon de musique. Bourgie was summoned at a crucial time. A battle was raging for the presidential nomination within de Villepin's UMP party. De Villepin, a serving prime minister at the time, was one of the candidates. His opponent was Nicolas Sarkozy. Dominique de Villepin me dit Robert, il faudra plus qu'on se voit. Puis, mais pourquoi? Il me dit jusqu'aux futures élections présidentielles, il faut plus qu'on se voie parce que vous comprenez, j'ai pas envie d'être mêlé à des affaires. Je dis mais quelles affaires? Il me dit non, vous savez, vous, le président Bongo, le président Sassou, ça sent le soufre. Lorsque je suis sorti du pavillon de musique, j'ai rendu compte au président Bongo, j'ai rendu compte au président Sassou, et vous savez, le tambour marche très vite là-bas, au sein du syndicat des chefs d'État africains. Ça marche très vite, ils se tiennent au courant de ce qui se passe en France. Quant aux principaux ministres, c'est un triomphe. Faut-il le dire sans surprise? Une semaine ou 2 semaines après, j'ai rencontré M. Sarkozy, qui était ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Il me dit, qu'est-ce qui se passe, Robert? Je lui dis, bon, voilà ce qui vient de se passer entre Dominique et moi. Et il a eu cette phrase qui résume bien l'ambiance de l'époque. Il m'a dit, il t'est arrivé ce qui m'est arrivé, ils t'ont foutu un coup de pied au cul, mais ne t'inquiète pas, on les aura. From then on, Robert Bourgie worked to ensure the success of Sarkozy. Alors, j'ai voulu me mettre comme le président. Sans cravate, hein? Non, mais j'ai pas de cravate. Justement. Je voulais absolument te voir. Ah. Tu as passé de bonnes vacances? Il est vrai qu'ensuite, j'ai fait en sorte que M. Nicolas Sarkozy, candidat président, soit mieux vu, plus apprécié par les chefs d'État africains. Et ils ont tous joué Nicolas Sarkozy. On dit que dans ce basculement de l'Afrique vers M. Sarkozy, il y a aussi, par votre intermédiaire, l'aide financière que certains chefs d'État africains auraient pu apporter à la campagne électorale de M. Sarkozy. Je vais vous répondre très franchement. Il n'y a jamais eu un seul centime, je vous dis bien, un seul centime venu d'Afrique ou d'ailleurs pour la campagne présidentielle du candidat président Nicolas Sarkozy. However, African influence was definitely present in the Sarkozy camp. The inaugural Congress for Sarkozy's candidacy was held on January 14th, 2007. A pair of distinguished African guests, Gabon's finance minister, Paul Tanguy, and Pascaline, daughter of the Gabonese president, Omar Bongo. On the 27th of September 2008, President Nicolas Sarkozy thanked Bourgie for his loyalty by personally decorating him with the Légion d'honneur. Among the guests at the ceremony were representatives of Gabon, Ivory Coast and the Republic of Congo. Je sais combien dans le passé Jacques Foccart, alors au service du général de Gaulle, a pu compter sur le patriote et sur l'ami que fut ton propre père. Je sais que sur le terrain de l'efficacité et de la discrétion, tu es le meilleur des professeurs. Et
que tu n'es pas un homme à oublier les conseils qu'il te donnait jadis. Reste à l'ombre pour ne pas attraper un coup de soleil. Robert Bourgi was not the only one to be thanked for his services. Recently elected, Sarkozy phoned Omar Bongo. Some days later, he received the Gabonese leader at the French presidential residence, the Élysée Palace. According to Robert Bourgi, Sarkozy was quick to appease Bongo, in a way his predecessor, President Jacques Chirac, had not. Nous étions assis, le président Bongo et moi, au 5e étage du palais du bord de mer. Il me dit, je connais Jacques depuis 1963. Eh bien, tu vois, fiston, il n'a pas été à la hauteur de notre amitié. Je lui dis, papa, comme je l'appelais, pourquoi vous me dites ça? Je vous sens triste, amer. La remise de la dette, chaque fois que je le vois, il me dit, Omar, ne t'inquiète pas, je vais appeler Michel Candessu au FMI, je vais appeler mes amis de la Banque mondiale, tu auras une remise de la dette. Rien. Fiston, rien. Jacques n'a rien fait. Le président Sarkozy devient président de la République. Et lors du premier entretien, le président Bongo lui a dit Nicolas, qu'est-ce que tu vas me faire, toi? Avant le 14 juillet, Omar, ta dette sera réduite. Tu proposes combien? Il dit 30%, ça serait un bon chiffre. Il dit, Omar revoit ça à la baisse quand même, un peu. Je te propose 20%. Il dit, alors, c'est bon, on va pour 20%. Est-ce que c'est raisonnable de réduire la dette d'un pays pétrolier comme le Gabon? Et c'est un cadeau de joyeux avènement que je sais l'Élysée a regretté après. During Chirac's administration, Bongo had submitted a list of men whom he'd wanted to see as future French ministers. He went further with Sarkozy and demanded dismissals. One victim was Jean-Marie Bockel, a renegade member of France's Socialist Party, whom Sarkozy had named Secretary of State for Cooperation and Francophonie. His offence was simple. On the 15th of January 2008, in front of the press, Bockel had voiced his view of the French-African connection. Quand les indicateurs sociaux de ces pays stagnent ou régressent, tandis qu'une minorité mène un train de vie luxueux, la gouvernance est en question. Que deviennent ces revenus pétroliers? Pourquoi la population n'en bénéficie-t-elle pas davantage? La défense de quelques rentes de situation, héritées d'un passé révolu, perdure. La France-Afrique, pourtant obsolète, pourtant moribonde, freine encore la refondation voulue par le président de la République. This didn't go down well with Bongo. Bockel's declaration coincided with a number of legal inquiries into the Gabonese president's luxury assets and bank accounts in France. Robert Bourgi was tasked with communicating Omar Bongo's anger to President Sarkozy. Il me dit, ça ne peut pas continuer, il faut que tu dises à Nicolas que moi et les autres, nous ne voulons plus de ce ministre. Je suis allé voir le président de la République à l'Élysée, en présence de M. Guéant, et je lui ai passé le message ferme et non voilé, et voilé de menaces du président Bongo. Et il m'a dit, écoute, dis à Omar, comme il l'appelle, et aux autres chefs d'État, que M. Bockel partira bientôt. Il sera remplacé par un de mes amis, et un ami de M. Guéant. Il m'a donné le nom en me demandant de le garder pour moi. Voilà comment et il m'a dit aussi, c'est important, ce nouveau ministre prendra ton attache, ne sois pas étonné, et quelque part tu l'initieras à l'Afrique. Bonjour. Alain Joyandé, a journalist, became Bockel's replacement as the Secretary of State for Cooperation and Francophonie. This was the first time he had ever held a government job. In April 2008, Robert Bourgi and Claude Guéant
the Secretary General of the Élysée Palace presented Alain Joyandet to Omar Bongo. In the de Gaulle era, men like Jacques Foccart had co-opted African presidencies. But 50 years on, the tables had turned. French ministers now sought legitimacy from African leaders. Following independence, many former French colonies had fallen into civil wars and faced economic strife that battered health and education. But in an increasingly globalized world, the African continent remained precious. The relentless hunger for raw materials and Africa's abundant mineral riches made sure of that. With the waning of French influence, those riches would now go to the highest bidder. Pendant les années qui ont suivi la décolonisation, il était en situation de monopole dans un certain nombre de pays et il suffisait de décrocher son téléphone, d'avoir le président et vous aviez le marché. C'est plus le cas du tout. Today, the United States and emerging markets such as India, China and Brazil compete fiercely for African resources. Just as in the time of President de Gaulle, France still needs Africa to secure its energy supplies. French presidents continue to play a power game with their African counterparts. They continue to support multinational giants like B&B, Arriva and Total. C'est une visite où tout doit se passer très vite. Dans quelques minutes, Nicolas Sarkozy va faire son entrée dans le palais présidentiel de Luanda. 17 heures d'avion aller-retour pour 5 heures sur place. Pour la raison d'État et les intérêts stratégiques, la distance ne compte pas. Angola possesses huge oil reserves, producing nearly 2 million barrels a day. Since 2006, Angola has been a member of OPEC. All of Africa's natural resources are targets. Uranium from Niger, a former French colony, has fueled France's nuclear power stations. In 2007, Niger's president, Mamadou Tanja, wanted to raise the price of uranium ore. The Imoran mine sits atop the world's second largest uranium reserve and has been under the control of the French company Arriva. President Tanja wanted to renegotiate the terms. Arriva's director in Niger was Dominique Pain, a former leading councillor at the French embassy in Ivory Coast. Negotiations were tense. The president of Niger made his position clear. Vous voulez pas céder sur mes revendications, je ne vous donne pas Imoran, je le donne aux Chinois. Jamais Tanja ne serait comporté comme ça il y a ne serait-ce 10 ans. Parce qu'il y avait toujours cette relation privilégiée avec la France. The talks came to a stalemate. Dominique Pain was expelled from the country. 15 days later, Nicolas Sarkozy arrived to sign a treaty. But by then, the agreed sale price for the uranium had doubled. Au fond, Mamadou le sait bien, qu'est-ce que je veux faire pour la France? Je veux que la France reprenne toute sa place en Afrique, sur de nouvelles bases. Voilà, ils ont des matières premières, on va les payer au juste prix. Et ça sera très bien pour nous. Nicolas Sarkozy defended French businesses, not only in France's former colonies, but also in English-speaking African countries, such as Nigeria and South Africa. In February 2010,
Sarkozy made an official trip to Gabon. His friend, President Omar Bongo, had died a few months earlier. Bongo's son, Ali, had taken over. The 50-year-long French-Gabonese relationship was a symbol of France-Afrique. Leurs Excellences, Messieurs les chefs d'État. But on this visit, both presidents' speeches showed that a page had been turned. Ce président, vous et moi, ignorons le contenu réel de ce qui est communément et confusément appelé France-Afrique. Mais nous assumons courageusement cet héritage historique, riche aussi bien d'aspects positifs que négatifs. C'est dire que l'heure est venue de faire émerger un réel partenariat gagnant-gagnant à la mesure des aspirations respectives de nos deux peuples. Je n'appartiens pas à la génération de la colonisation. Je n'en ai donc pas les réseaux, mais je n'en ai pas non plus les complexes. C'est donc un nouveau contrat que je suis venu vous proposer. Un nouveau contrat basé sur une relation décomplexée. Like the generation of French leaders who had created it, France-Afrique has aged and withered away. But it hasn't died. Some networks still persist. Characters like Robert Bourget have been visiting the African palaces outside of any public scrutiny. Today's leaders of sub-Saharan Africa operate in a world where their personal interests come first. France still relies on them for its energy needs. But globalization has brought other, powerful buyers to their doorstep. The competition for sub-Saharan Africa's mineral resources is cutthroat, and only the highest bidders will gain the favor of its leaders. Its people, however, rarely see the benefits of their country's riches.